On se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer un nouveau moyen d'investir sur des sociétés non cotées en bourse. Vous savez que je suis très à l'aise là-dessus, que ce soit private equity, start-up. Eh bien, il y a des nouveaux moyens de financement qui permettent aussi de récupérer du cash parce que investir en start-up, généralement, on est bloqué 5-7 ans dans des fonds d'investissement. Pareil, c'est sur du private equity, on déploie pendant 3 ans et puis on récupère pendant 5-7 ans. Donc ça demande du temps et le retour sur investissement est plutôt long terme. Juste avant, je vous montre, du coup, je suis dans les bureaux d'une société dans laquelle j'ai investi. Je crois que c'était en 2021, il y a 3 ans, donc c'est Selfbar. Donc là, on est dans les petits bureaux, on a l'équipe là-bas. Bon, je ferai une vidéo peut-être où j'en parlerai un petit peu. Mais bref, c'est un bar autonome avec un lien fort avec la blockchain, bien sûr. Et le gros point positif, je vais vous montrer, c'est qu'ils ont utilisé un moyen de financement peu commun, en tout cas peu commun en France surtout. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus connu. Je vais vous montrer tout ça. C'est ce qu'on appelle un RBF, donc ça veut dire Revenue Based Financing. Et en français, c'est un contrat de cession de revenus. Donc par exemple, ici, en fait, il y a Amazon et d'autres boîtes PayPal qui l'ont déjà utilisé dans les années 80. Et concrètement, pour bien comprendre, ici on a le risque vs le rendement. Enfin, le rendement ici et le risque ici. Donc tout ce qui est bond, ça c'est tout ce qui est obligation d'État, etc. Bah, c'est peu risqué parce que c'est backé par des États. Par contre, ça rémunère très peu. Par exemple, aujourd'hui, j'en sais rien, on est en 3-4% peut-être sur du dollar, des choses comme ça. Ensuite, on a real estate qui reste peu risqué. Par contre, les retours sur investissement bah, sont ce qu'ils sont, hein, surtout suivant les pays où on est. Et puis voilà, on a tout ce qui est private equity, stocks, qui est... alors moi, stock, je mettrais peut-être un peu plus bas. En bref, ça, c'est tiré d'une étude de Blockbee. J'avais vu passer sur LinkedIn. Et puis après, on a les cryptocurrency, venture capital. Bon, venture capital, pareil, hein, généralement, c'est des ventures capital qui investissent bah, soit dans du private equity, des startups, différentes choses comme ça. Et puis, on a voilà, ce qu'on appelle le RBF, donc Revenue Based Financing. C'est vraiment des contrats de cession de revenus futurs. Donc clairement, ça permet d'investir sur du chiffre d'affaires. En fait, on achète du chiffre d'affaires d'une société. Et quand je dis chiffre d'affaires, c'est bien du chiffre d'affaires, ce n'est pas du bénéfice. Donc en fait, on est payé avant, les impôts, avant les charges, etc. d'une boîte. Donc c'est vraiment en mode du cash rapide. Pour Selfbar, par exemple, aujourd'hui, il se finance sous forme d'un RBF. L'avantage, alors ça, je pense, ça dépend vraiment des contrats de chaque société, mais sur Selfbar, par exemple, ils payent les contrats. Donc les contrats de cession de parts, ça nous donne à droit à un pourcentage du chiffre d'affaires. Et ce chiffre d'affaires, il est payé pour nous en tant qu'investisseurs tous les trimestres. Donc c'est encore plus intéressant qu'une distribution de dividendes, en tout cas pour récupérer du cash, parce que tous les trimestres, on est payé. Donc c'est hyper intéressant d'un point de vue cash. Et c'est sûr que d'un point de vue investisseur, moi quand j'ai commencé à gagner pas mal d'argent en crypto-monnaie ou autre, j'ai un capital, mais comment je me sors de l'argent? C'est ça le problématique. Il y a des solutions, c'est soit je sais pas, on va sortir 100 000 euros à l'année et puis on va dépenser sur un an 100 000 euros, soit on se sort voilà, 5 000 euros tous les mois, peu importe, mais voilà, on n'a pas des revenus récurrents. Pareil, si on investit dans des startups, bah, généralement, on rentre à X, on sort à X. Si ça se passe bien, on fait un multiple. Sur du private equity ou des sociétés qui versent des dividendes, alors déjà, c'est très rare d'en trouver qui sont intéressantes. Et en plus de ça, ça reste des dividendes, mais du coup, il y a le chiffre d'affaires, il y a le bénéfice, il y a ensuite la trésorerie de boîte qui reste. Et ensuite, sur cette trésorerie, eh bien, il y a un pourcentage de dividendes qui est distribué. Mais pareil, du coup, c'est à la fin de l'année. Sur des contrats de cession de revenus, du coup en français ça s'appelle comme ça, là on est payé directement sur le chiffre d'affaires. Donc c'est le gros avantage, ça permet vraiment de récupérer du cash et en tant qu'investisseur, être payé tous les trimestres, c'est hyper confortable. Donc voilà, je vous montre une dernière fois ce graphique et je vais vous montrer après un petit peu la différence. Mais voilà, ça nous permet de donner un aperçu entre
quels sont les rendements, quels sont les risques associés et pourquoi on a un risque faible sur le RBF. Donc ici on a Self-Bar parce que le RBF est quand même plus intéressant entre guillemets, mais bon, le schéma de base c'est quand même Block B ici, on va dire sans Self-Bar, mais on a le RBF. Pourquoi les revenus sont hauts et le risque est faible? Tout simplement parce que en fait on est payé sur le chiffre d'affaires. Donc une boîte peut faire énormément de chiffre d'affaires et ne pas être rentable. Mais nous, on s'en fout si on a du RBF, si on a du chiffre d'affaires, puisqu'on est payé sur le chiffre d'affaires. Donc au final, s'il y a X charges pour la boîte, il y a les impôts, les taxes, etc. derrière, on s'en fout, nous on est payé avant. Donc c'est pour ça que le risque est encore diminué. Donc c'est vraiment un modèle de financement, en tout cas pour les investisseurs, hyper smart, pour avoir du cash. Voilà, c'est différentes solutions qui existent. Et puis je vais vous montrer la différence avec les actions classiques. Donc ça peut être actions cotées en bourse ou non cotées en bourse. Mais en gros, en termes de liquidité, sur des actions, c'est normal que ça soit plus compliqué que quand c'est non coté en bourse. Généralement, soit ça se fait en interne, soit si on est dans un SPV. Donc je rappelle qu'un SPV, c'est un véhicule d'investissement qui permet de regrouper des petits investisseurs. Suivant le type de SPV, on peut revendre ses parts au sein du SPV. Encore faut-il trouver un acheteur. On peut revendre hors du SPV. Encore faut-il trouver un acheteur. Mais il y a quand même de l'administratif assez lourd et des coûts sur cet administratif. Sur le RBF, c'est relativement liquide parce que généralement en fait, c'est la boîte même qui rachète du RBF. Pourquoi? Parce que la société va racheter du chiffre d'affaires. Donc ça va permettre, je ne sais pas si je suis très clair, mais en gros, la boîte qui fait du chiffre d'affaires, sur le chiffre d'affaires, elle va payer les revenus de cession de parts, donc une partie aux investisseurs. Et ensuite, il va y avoir ses charges et il va y avoir les taxes. Si la société fait de la plus-value à la fin de l'année, enfin étant en excédent de trésorerie, fait du bénéfice, eh bien ce bénéfice-là, il va être imposable. Si avec ce bénéfice-là, la boîte rachète des RBF, donc des parts de cession qu'elle a cédées, eh bien ça va permettre de réduire le bénéfice et réduire la fiscalité. Donc c'est hyper intéressant pour la société de racheter du RBF. Donc la société va céder du chiffre d'affaires pour se financer et une fois qu'elle va engranger des liquidités du bénéfice, elle est prioritaire généralement pour racheter ce RBF. Donc ça ne veut pas dire qu'elle va vous racheter sans votre consentement, mais elle peut vous le racheter si vous souhaitez revendre. Donc ça permet vraiment une liquidité assez forte. Sur l'actionnariat, on peut être dilué puisque c'est des phases de financement différentes, que ce soit en seed, pré-seed, seed, série A, etc. À chaque fois, il va y avoir une augmentation de capital. Donc en tant qu'actionnaire, on peut être dilué. Sur du RBF, non, on touche sur le chiffre d'affaires, donc il n'y a pas de dilution possible. Donc si la boîte lève 4-5 fois des fonds, on va être dilué, donc on va perdre en pourcentage de boîtes. Ceux qui ont déjà investi en startup, je pense que vous voyez ce dont je parle. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mettrai un lien en description pour rejoindre la communauté Angelpreneur pour voir un petit peu tout l'écosystème et se former au milieu de la startup, private equity, investissement sur ce type de business RBF qui est assez rare à trouver quand même en France aujourd'hui, en tout cas sur le marché francophone. Donc je vous mettrai un lien en description si ça vous intéresse. Ensuite sur le processus, c'est liquide, c'est 100% digitalisé. Les actions, suivant les boîtes, ceux qui ont déjà investi avec moi dans des boîtes, que ce soit Bulgare, Estonie ou autre, des fois c'est pas trop digitalisé. Le retour sur investissement, on est les premiers payés, contrairement à de l'actionnariat où il va y avoir les charges et ensuite les décisions, c'est décision sur la distribution des dividendes à la fin de l'année. Et puis sur la gouvernance, donc il n'y a pas de pouvoir sur le RBF vu qu'on touche un pourcentage du chiffre d'affaires. Voilà, c'est un nouveau mode de financement, quand je dis nouveau, de 1980 bien sûr, mais en tout cas qui commence à apparaître sur le marché européen, qui existe pas mal aux US, mais ça reste très peu accessible, hein. Il y a très peu de boîtes qui proposent ça. Donc s'il y a des boîtes qui proposent ça, n'hésitez pas à les partager dans la communauté du coup qui se retrouvera en lien juste en dessous. Mais c'est des investissements hyper intéressants si on veut devenir rentier entre guillemets et avoir des rentes passives dans ce cas-là tous les trimestres.